Salut à tous et bienvenue, c'est Jean-Mi. Aujourd'hui, je vous propose un vrai voyage. Un voyage dans un univers qu'on a peu l'habitude de voir sur nos tables de jeu. On va plonger ensemble dans Belad, la contrée de la plume et de l'épée. Un jeu de cartes stratégique pour 2 à 6 joueurs, des durées de partie de 30 à 60 minutes, signé par l'auteur Ershad Narzarzed, et magnifiquement illustré par Dovod Diba, Kamyar Nassifrar, ainsi qu'Hamid Saed. J'espère que je n'ai pas écorché leur nom. Le jeu est édité en français par Don't Panic Games. Belad est un jeu qui s'inspire directement de l'âge d'or d'une des plus grandes civilisations. Une période où les savants, les érudits, ainsi que les inventeurs bouleversaient le monde par leurs découvertes. Mais cette époque n'était pas seulement un âge de lumière, c'était aussi un champ de bataille politique, idéologique et parfois même religieux. Et c'est exactement ça que le jeu met en scène. D'un côté, il y a le royaume, mené par le sultan, qui comprend que la connaissance est une arme. Et une arme, ça se contrôle. En face, il y a le peuple, déterminé à protéger les savants de l'influence du pouvoir et à défendre l'accès au savoir. Et au milieu de tout ça, une force de l'ombre, les Assassines, une secte d'assassins qui pensent que tout savoir mène à la corruption, et que les érudits doivent être éliminés pour empêcher le pouvoir de s'en emparer. Chacune de ces factions possède ses personnages, ses capacités, ses objectifs, ainsi que sa propre vision du monde. Les royaumes et le peuple veulent recruter les érudits, les convaincre et ainsi gagner leur loyauté. Les Assassines, eux, veulent les tuer pour empêcher que le savoir devienne une arme de domination. Belad, c'est un jeu de cartes dynamique très interactif, où chaque action peut provoquer une riposte, un retournement de situation ou un coup de bluff bien centré. On y construit un moteur, on manipule les ressources, on déclare des guerres, on renforce ses personnages, on vole, on influence, on intrigue. C'est tendu, malin, et ça raconte une histoire à chaque partie. Si vous aimez les jeux d'équipe asymétriques, les univers historiques où on s'inspire de faits réels, les parties rapides mais pleines de décisions, et les expériences très interactives où les joueurs se répondent constamment, alors clairement, Belad mérite votre attention. On installe le matériel et je vous montre tout ça en détail. Allez, on va voir comment ça se passe. Et nous voilà avec le jeu ainsi que son matériel. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais expliquer les règles du jeu, vous expliquer comment tout fonctionne, et après tout cela, je vous donnerai mon avis sur le jeu. Comme vous le savez, j'aime bien vous raconter le contexte du jeu, nous allons donc commencer par cela. L'histoire de Belad est librement inspirée d'un des âges d'or de l'islam et du Moyen-Orient. À cette époque, de nombreux érudits commencent à se faire connaître, et leur invention, comme leur découverte, attire rapidement l'attention. Le royaume, conscient de la puissance du savoir, est alors déterminé à embaucher ses érudits. Son objectif, renforcer son règne et accroître ses profits. Mais le peuple, lui, a très vite remarqué les intentions du sultan et de ses courtisans. Il décide alors de se soulever, car le peuple veut que les érudits utilisent leurs découvertes scientifiques pour améliorer le bien-être de la population et l'aider à surmonter ses problèmes. Au cœur de ce conflit, entre le royaume et le peuple, une nouvelle secte voit le jour, l'ordre des Assassines. Cette secte croit que le pouvoir engendre la corruption et qu'il doit être éliminé. Elle est convaincue que laisser les découvertes scientifiques entre les mains du royaume soumettrait le peuple à encore plus d'injustice et d'oppression. Mais les Assassines croient aussi que, confier au peuple, ces découvertes risqueraient d'être perverties. Pour eux, le peuple est ignorant et incapable de garder ses possessions. Par conséquent, leurs croyances les poussent à commettre l'irréparable. Ils assassinent les érudits. Belad, la contrée de la plume et de l'épée, raconte ainsi l'histoire d'un royaume où un groupe d'ambitieux courtisans utilise à la fois le prestige de la plume et le tranchant de l'épée, pour amasser influence et richesse au détriment du bien-être du peuple et de la prospérité de la contrée. Qui sortira triomphant de cet affrontement? Avant de vous expliquer la mise en place et ce genre de choses, je vais vous expliquer tout le matériel du jeu. Ici, vous avez les plateaux personnages, il y en a 14 au total. Chacune des 3 factions du jeu possède plusieurs personnages, et chacun d'entre eux dispose de capacités uniques. On retrouve donc le royaume avec 5 plateaux, le peuple avec 5 plateaux également, et l'ordre avec 4 plateaux. Chaque personnage possède son propre plateau individuel. Sur ce plateau, vous trouvez différentes informations ainsi que son nom inscrit dans une rosace de couleurs. Bleu pour le royaume, vert pour le peuple et rouge pour l'ordre. En haut du plateau, vous verrez les losanges vides. Ils peuvent accueillir des jetons blancs ou des jetons oranges. Plus bas, vous trouverez d'autres emplacements. Ceux-là ne peuvent accueillir que des jetons oranges. Au centre du plateau se trouve l'illustration du personnage. Et juste au-dessus, vous trouverez le symbole associé à ce personnage. La capacité spéciale du personnage est inscrite sur un parchemin sous l'illustration, à côté de son nom. Un symbole particulier permet d'identifier la nature de cette capacité. Ce symbole-là indique que la capacité spéciale du personnage a un effet immédiat, alors que celui-là indique que la capacité spéciale est permanente. Les capacités permanentes restent actives tant qu'un jeton orange est placé dans l'emplacement du bas du plateau personnage. Ici, nous avons les cartes érudits. Il y en a 30 au total, et le but du jeu est d'embaucher les érudits les plus intéressants parmi ces cartes. Chaque érudit comporte au centre une illustration. Dans la partie inférieure, on retrouve son nom, ainsi que les points qu'elle rapporte, indiqués dans les 2 rubans. Vous voyez ici. Le ruban supérieur, ici, montre le coût d'embauche de chaque érudit pour les factions du royaume et du peuple.
Faites attention que certaines cartes érudits comportent des symboles exclusivement dédiés à la faction de l'ordre. Passons maintenant aux cartes combat, au nombre de 24. Ces cartes sont utilisées pendant les affrontements, elles sont réparties en 3 catégories. Les cartes vertes, qui augmentent la puissance militaire, il y en a 16. Les cartes rouges, qui au contraire diminuent la puissance militaire, il y en a 4. Les cartes grises, qui entraînent la défaite immédiate de l'un des deux opposants et mettent fin au combat. On poursuit avec les cartes HH, au nombre de 14. Seule la faction de l'ordre peut utiliser ces cartes. Elle lui offre des capacités spéciales supplémentaires, réservées exclusivement à cette faction. Et enfin les cartes action, au nombre de 57. Ces cartes forment le moteur principal du jeu. Chaque carte action est divisée en 3 sections distinctes. La partie supérieure montre les actions primaires. Ici, la partie inférieure montre les actions secondaires que vous pouvez activer lorsque vous jouez cette carte. C'est ici. Et entre les deux, on trouve la partie centrale. C'est ici que se trouve le coût que vous devez payer pour réaliser ces actions secondaires. On continue avec les épées, qui existent en 5 exemplaires. Les épées sont l'une des composantes décisives du jeu, et elles peuvent être utilisées de 3 manières différentes. Durant les combats, pour embaucher certains érudits, et pour annuler certains symboles. Le nombre d'épées est strictement limité. Si la réserve est vide, eh bien vous ne pouvez tout simplement plus en récupérer. C'est un élément de tension important dans la gestion de ressources. Passons maintenant aux pièces. Au total, 50 exemplaires. Le jeu utilise des pièces d'or de 2 valeurs différentes. Les pièces de valeur 3, les pièces de valeur 1, ainsi que les sceaux. Les pièces constituent le principal atout des joueurs pour viser la victoire. Les pièces d'or servent à embaucher les érudits, tandis que les sceaux royaux sont plutôt utilisés pour effectuer les actions secondaires. À la différence des épées, le nombre de pièces d'or et de sceaux royaux est illimité. Si la réserve tombe à 0, vous pouvez tout simplement utiliser des marqueurs de n'importe quel type pour les remplacer. Continuons avec le sac, présent en un seul exemplaire. Les jetons blancs et oranges sont placés dans le sac, et les joueurs les piochent au hasard tout au long de la partie. C'est un élément essentiel qui ajoute de l'incertitude et du suspense dans le déroulement du jeu. Vous avez ceci à la fin du livret de règles. Le livret contient également un document complémentaire, le guide des érudits. Ce guide propose des informations succinctes sur les érudits, leurs inventions et leurs découvertes. Il apporte un peu de contexte et d'immersion à l'univers du jeu. La lecture de ce guide n'est pas nécessaire pour apprendre à jouer. C'est un ajout purement informatif, destiné à enrichir votre expérience. Vous avez également 7 aides de jeu. Ces cartes résument les règles essentielles et vous aident à vous en souvenir pendant toute la partie. Elles servent de référence rapide pour ne jamais perdre le fil. Enfin, parlons des jetons en bois, au total de 70 exemplaires. Les jetons gris, au nombre de 50, doivent être placés uniquement dans la partie haute du plateau personnage. Ces jetons augmentent la puissance de la capacité spéciale du personnage. Les jetons orange, eux, sont au nombre de 20. Ils peuvent être placés dans la partie basse du plateau personnage pour activer la capacité spéciale du personnage. Ici, c'est gagner des revenus. Il y en a 12 exemplaires. Gagner de l'influence, 7 exemplaires. Recruter, il y en a 7. Augmenter sa puissance militaire, il y en a 13. Voler, il y en a 11. On passe maintenant à la mise en place de la partie. Placez les plateaux personnages au centre de la zone de jeu, en les regroupant par faction. Mélangez les cartes érudits, mettez-en 10 de côté, que vous remettez dans la boîte sans les regarder. Placez ensuite les 20 cartes restantes, face cachée, dans un angle de la zone de jeu. Puis vous révélez 5 cartes. Mélangez les cartes combat et placez-les dans un autre angle de la zone de jeu. Placez les pièces d'or, les sceaux ainsi que les épées dans la réserve, dans un espace dédié. Placez tous les jetons blancs et orange dans le sac. Puis posez le sac au centre de la zone de jeu, lui aussi à portée de tous les joueurs. Distribuez à chaque joueur une pièce d'or, un sceau royal et 4 cartes action. Ensuite, vous divisez en 3 piles, plus ou moins équivalentes, les cartes d'action restantes. Placez ces 3 piles face visible au centre de la zone de jeu. Désignez également un emplacement dédié pour la défausse. Mélangez les cartes HH et placez les faces cachées à proximité des plateaux personnages de la faction de l'ordre. À ce stade, la mise en place est terminée. Il ne reste plus qu'à répartir les joueurs entre les factions. Si vous êtes un nombre de joueurs pair, la moitié des joueurs constitue la faction du royaume et l'autre moitié la faction du peuple. Le placement doit alterner entre les deux factions. Chaque joueur doit être assis entre 2 joueurs de la faction adverse. Si vous êtes un nombre impair, donc 3 ou 5 joueurs, l'un des joueurs incarne la faction de l'ordre. Les autres joueurs sont répartis équitablement entre le royaume et le peuple, comme je viens de vous expliquer. Là encore, les joueurs doivent être encadrés par 2 joueurs de faction adverse. Le joueur de l'ordre doit donc être assis entre un joueur du royaume et un joueur du peuple. C'est maintenant le moment de désigner qui commence. Le plus jeune joueur de la faction royaume commence la partie. Et dans une partie à 2 ou 3 joueurs, c'est toujours la faction du royaume qui débute. Dernière précision, les joueurs ne doivent pas révéler leur carte action. Et si vous êtes un nombre pair, rangez simplement tout le matériel de l'ordre dans la boîte, vous n'en aurez pas besoin pour cette partie. Belad est un jeu très simple à prendre en main. Chaque joueur commence la partie avec 4 cartes action en main. À votre tour, vous jouez une carte action depuis votre main, puis vous repiochez une nouvelle carte action, sur n'importe laquelle des pistes des cartes action présentes dans la zone de jeu. Tous les joueurs doivent toujours avoir 4 cartes en main, ni plus ni moins. Une partie se déroule en 4 générations. À chaque génération, on révèle 5 cartes érudits, comme lors de la mise en place. Les joueurs du royaume et du peuple
vont tenter d'attirer ces érudits et de les embaucher, tandis que l'ordre, lui, va essayer de les assassiner. Votre objectif sera de gagner suffisamment de pièces d'or pour embaucher un maximum d'érudits avant la fin de la 4e génération qui marque la fin de la partie. La première génération commence en révélant 5 cartes érudits. Au fil de la partie, les joueurs vont embaucher ou assassiner ces érudits. Et dès que 3 érudits de la génération en cours ont été embauchés ou assassinés, les 2 cartes restantes sont immédiatement défaussées et on passe à la génération suivante. À chaque nouvelle génération, on révèle 5 nouveaux érudits. On les embauche ou on en assassine 3, puis les 2 derniers se défaussent et une nouvelle génération commence. La partie continue ainsi jusqu'à la fin de la 4e génération. À ce moment-là, la faction qui accumule le plus de points remporte la victoire. La faction de l'ordre, elle, n'est présente qu'à 3 ou 5 joueurs et possède des objectifs complètement différents. Pour gagner, l'ordre doit assassiner un certain nombre d'érudits avant la fin de la partie. S'il y parvient avant la fin de la 4e génération, la partie s'arrête immédiatement et l'ordre remporte la victoire. En revanche, si l'ordre n'arrive pas à assassiner suffisamment d'érudits avant la fin de la 4e génération, il perd automatiquement la partie. On procède alors au décompte des points pour déterminer le vainqueur entre le royaume et le peuple. Dans Bellade, c'est toujours la faction du royaume qui commence la partie. Ensuite, on passe au joueur suivant, dans le sens des aiguilles d'une montre. À votre tour, sélectionnez simplement une carte action parmi les cartes que vous avez en main et jouez-la. Pour jouer une carte, révélez-la face visible au centre de la table, sur la pile de défausse. Réalisez ensuite les actions qui y sont inscrites dessus. Puis, vous terminez votre tour. Piochez la carte visible située sur le dessus de l'une des 3 piles de cartes action dans la zone de jeu. Ajoutez cette carte à votre main. Il peut arriver qu'après qu'un joueur a pioché sa carte, l'une des 3 piles soit vide. Dans ce cas, mélangez la pile de défausse avec les cartes des 2 piles restantes, puis divisez à nouveau l'ensemble des 3 piles, à peu près équivalentes, et placez-les face visible dans la zone de jeu. Vous devez toujours avoir 4 cartes en main, pendant toute la durée de la partie. J'ai fait un petit peu de place pour vous expliquer plus simplement certaines choses. Chaque carte action possède 2 actions distinctes. Les actions primaires peuvent être réalisées dès que vous jouez la carte. Elles sont simples, immédiates et ne demandent aucun coût supplémentaire. Action primaire, action secondaire. Pour utiliser une action secondaire, vous devez d'abord payer son coût en pièces d'or ou en sceaux royaux. Si vous payez le coût, vous pouvez réaliser l'action primaire et l'action secondaire pendant votre tour, et ce, dans l'ordre que vous préférez. Les actions primaires, comme les actions secondaires, sont toujours optionnelles. Vous n'êtes jamais obligé de réaliser une action, juste parce qu'elle est inscrite sur votre carte. Commençons par les actions qui vous permettent de récupérer des ressources. En jouant cette carte action, le joueur récupère dans la réserve le nombre de pièces d'or inscrites dessus. C'est une action simple, directe et indispensable pour embaucher des érudits. De la même manière, en jouant cette carte action, le joueur récupère dans la réserve le nombre de sceaux royaux indiqués sur la carte. Ces sceaux sont utilisés pour déclencher certaines actions secondaires souvent très puissantes. Dans une partie, à 4 ou 6 joueurs, où les factions du royaume et du peuple comportent chacune 2 ou 3 joueurs, chaque joueur possède sa propre réserve de pièces. Si un joueur n'a pas assez de pièces pour payer une action, il peut utiliser les pièces d'un autre membre de sa faction, à condition d'en avoir l'autorisation. Cette carte action vous permet de piocher au hasard dans le sac le nombre de jetons spécifiés. Ces jetons sont ensuite placés sur le plateau personnage de votre faction. Les jetons blancs doivent être placés dans la partie haute des plateaux personnages, dans les emplacements qui correspondent aux symboles indiqués dessus. Voyez ici. Si tous les emplacements du haut d'un plateau personnage sont remplis, alors le jeton est défaussé et remis dans le sac. Les jetons orange, eux, sont normalement placés dans la partie basse du plateau des personnages, car ils servent à activer la capacité spéciale du personnage. Cependant, ils peuvent aussi être placés dans la partie haute des plateaux, à la place des jetons blancs si vous le souhaitez. Poursuivons avec l'activation des capacités spéciales des personnages. Pour activer la capacité spéciale d'un personnage, vous devez placer un jeton orange dans la section inférieure de son plateau personnage. Une fois placé, le jeton reste dans son emplacement et les capacités spéciales ne peuvent plus être réactivées tant que cet emplacement est occupé. Lorsque tous les emplacements orange de la partie basse des plateaux personnages de votre faction sont remplis, vous devez alors retirer tous les jetons orange des plateaux de vos personnages et les remettre dans le sac. Ce n'est qu'après cette remise dans le sac que vous pouvez de nouveau activer les capacités spéciales de vos personnages en y plaçant de nouveau les jetons orange. Dès que tous les emplacements orange de la partie basse d'une faction sont occupés, les jetons orange doivent être retirés à la fin du tour du joueur en cours. Par exemple, si vous piochez dans le sac 2 jetons orange, mais qu'il ne reste qu'un seul emplacement libre dans la partie basse de vos personnages. Par exemple, ici ça serait rempli, mais pas là. Si vous piochez dans le sac 2 jetons orange, mais qu'il ne reste qu'un seul emplacement libre dans la partie basse de vos plateaux personnages, alors vous pouvez placer un jeton dans ce dernier emplacement, et le deuxième jeton doit être placé soit dans la partie haute de l'un de vos plateaux personnages, soit être remis dans le sac. Vous ne pouvez pas remplir le dernier emplacement orange, déclencher la remise en sac, et ensuite utiliser le deuxième jeton orange dans un emplacement tout juste libéré. Ce n'est pas autorisé. Le second jeton doit donc aller soit dans la partie haute ou retourner dans le sac. Certaines cartes d'action possèdent un symbole de personnage. Ces cartes vous permettent d'activer la capacité du personnage correspondant de votre faction. S'il y a 2 ou 3 symboles sur la carte d'action, vous devez choisir un seul symbole, et donc un seul personnage à activer pendant le tour. Ici, c'est la récupération de l'or.
Lorsqu'une carte action possède ce symbole, elle active l'un des personnages suivants selon votre faction, le trésorier, l'homme de confiance ou le HHH. Ce sont ces 3 personnages-là. Cette activation permet au personnage de récupérer des pièces d'or dans la réserve. Le nombre de pièces gagnées dépend directement du nombre de symboles correspondants présents sur le plateau personnage. Chaque plateau possède au moins une occurrence de ce symbole. Et, au cours de la partie, en plaçant les jetons piochés dans le sac, vous augmentez ce nombre. En d'autres termes, les symboles présents sur le plateau et sur les jetons sont identiques et cumulés. C'est-à-dire que si je joue cette carte, j'active ce personnage, je prends 4 pièces. Certaines cartes actions vous permettent de voler à un joueur d'une faction adverse le même nombre de pièces d'or que le nombre de symboles présents sur le plateau personnage du shérif, du philanthrope ou de l'espionne, selon votre faction. Si le joueur visé possède moins de pièces d'or que le nombre indiqué par vos symboles, alors vous ne pouvez voler que ce qu'il possède. Vous ne pouvez pas compléter en prenant des pièces chez un autre joueur ou dans la réserve. Par exemple, en jouant cette carte, je choisis ce symbole et j'active ce personnage, cela me permettrait de voler 3 pièces. Mais imaginons que mon adversaire n'en ait que 2, je n'en prendrai que 2. Vous ne pouvez pas compléter ailleurs, vous vous contentez donc de ce que possède réellement la cible. Une carte avec ce symbole active l'un des 3 personnages suivants sur votre faction, le vizir, le prêcheur ou le grand maître de la secte. Chaque activation vous permet de piocher dans le sac autant de jetons que le nombre de symboles correspondants présents sur votre plateau personnage. Une fois les jetons piochés, vous pouvez les placer dans les emplacements libres correspondant de vos plateaux personnages. La règle est strictement identique à celle de l'action concernant les jetons précédemment expliquée. En jouant une carte action avec ce symbole, vous pouvez embaucher un érudit au profit de votre faction. Après avoir joué la carte, choisissez simplement un érudit visible dans la zone de jeu, puis payez son coût d'embauche en pièces d'or à la réserve. Vous pouvez ensuite le récupérer et le placer près de vos plateaux. Si les pièces que vous possédez ne suffisent pas, vous pouvez compléter avec des pièces appartenant aux autres membres de la faction, à condition d'obtenir leur accord. Les symboles apparaissant sur les plateaux personnages du sultan et du baoul permettent de réduire le coût d'embauche des érudits. La réduction est égale au nombre total des symboles présents sur votre plateau personnage de votre faction. Moins vous dépensez, plus vous pouvez embaucher. Par exemple, vous devez payer 10 pièces d'or pour embaucher cet érudit. Cependant, il y a 4 symboles sur le plateau personnage du baoul. Vous profitez d'une réduction de 4 pièces d'or. Vous pouvez donc l'embaucher pour seulement 6 pièces d'or. Jouer cette carte action déclenche immédiatement un combat. Après avoir joué la carte, vous choisissez un adversaire et placez devant lui la pioche des cartes combat face cachée. Dans une partie à 4 ou 6 joueurs, vous pouvez uniquement engager un combat avec le joueur assis à votre gauche. Dans une partie à 3 ou 5 joueurs, vous devez sélectionner une faction ennemie, le royaume, le peuple ou l'ordre. Ensuite, vous entamez le combat avec le joueur le plus proche à votre gauche, appartenant à cette faction. Avant de commencer le combat, chaque adversaire possède une puissance militaire. Cette puissance dépend du nombre de symboles présents sur les plateaux du personnage du commandant, héros du peuple ou assassin, selon votre faction. On calcule donc la puissance initiale des 2 opposants, puis le combat peut commencer. Le but est simple, augmentez votre puissance militaire pour battre votre adversaire. C'est toujours le joueur ayant la plus faible puissance militaire qui commence le combat. Il peut alors piocher des cartes combat jusqu'à ce que sa puissance militaire devienne supérieure à celle de l'adversaire. Une fois que c'est le cas, le tour de combat bascule sur l'autre joueur, qui se retrouve maintenant avec la puissance la plus faible. À son tour, chaque joueur peut choisir une seule de ces 2 actions suivantes. Capituler. Le joueur peut décider de capituler et mettre fin immédiatement au combat. Dans ce cas, l'adversaire remporte le combat et reçoit sa prise de guerre. Ou bien, révéler une carte combat. Si le joueur ayant la plus faible puissance militaire ne capitule pas, il doit révéler la carte du dessus de la pioche de la carte combat. Le nombre inscrit sur la carte est alors ajouté ou soustrait à la puissance militaire. Les valeurs des cartes combat peuvent être positives ou négatives. Si après révélation, une nouvelle puissance du joueur actif devient supérieure à celle de son adversaire, alors au tour de combat, passe à ce dernier, puisqu'il devient maintenant le joueur ayant la puissance la plus faible. Et à son tour, il devra choisir entre capituler ou révéler une nouvelle carte combat. En cas d'égalité de puissance militaire, on considère que la puissance militaire de l'agresseur, c'est-à-dire le joueur qui a joué la carte action et initié le combat, est inférieure à celle du défenseur. C'est donc à l'agresseur de jouer son tour de combat. C'est-à-dire que si tous les deux avaient 3 de puissance militaire et que c'est lui qui initie le combat, il serait considéré comme le premier joueur avec la puissance militaire la plus faible. Un combat peut se terminer de 3 façons différentes. Si un joueur décide de capituler, le combat prend fin immédiatement. L'autre joueur emporte alors le combat et gagne une prise de guerre. Si un joueur révèle une carte combat avec ce symbole-là, ce joueur perd immédiatement le combat, quelle que soit sa puissance militaire. Dans ce cas-là, le vainqueur récupère sa prise de guerre et choisit l'un des personnages de la faction vaincue. Il retire alors tous les jetons orange et blanc du plateau personnage choisi et les remet dans le sac. C'est une punition sévère mais stratégique. L'autre moyen de terminer un combat, c'est qu'il n'y a plus de carte combat. Si la pioche carte combat est entièrement vide, le joueur ayant la plus grande puissance militaire à ce moment-là remporte le combat. En cas d'égalité dans cette situation, c'est le défenseur qui gagne. Le vainqueur reçoit alors sa prise de guerre. Imaginons que nous soyons dans cette situation-là. Ce joueur-là a joué la carte action, il attaque, il a une puissance militaire de 3,
lui une puissance militaire de 1. Ce joueur-là décide de ne pas capituler. Il est à 1, et là, il perdrait immédiatement. Un autre exemple, en espérant avoir un peu plus de chance. Donc, pareillement, 3 à 1, c'est lui qui commence. Plus 5, donc 5 et 1, il est à 6. Ça passe à ce joueur-là qui peut décider soit de capituler ou de continuer. Il décide de continuer. Il pioche une carte. 5. Donc là, on est à 6 contre 8. Ça repasse à ce joueur-là qui décide de continuer. Il est à moins 2. Donc il est à 1 et 3. 4, il peut continuer. 4, il passe à 7. Il est toujours en dessous. Et là, il aurait perdu. Voilà comment se déroule un combat. Il existe 2 types de prises de guerre, selon que le vainqueur soit l'agresseur ou le défenseur. Si l'agresseur emporte le combat, il regarde secrètement la prochaine carte combat, celle située sur le dessus de la pioche. Il la prend et la place face cachée près de sa zone de jeu, sans la révéler aux autres joueurs. À la fin de la partie, sa faction ajoutera le nombre de points de victoire militaire inscrits en haut de cette carte à son total de points de victoire. Si le défenseur emporte le combat, si des épées sont encore disponibles dans la réserve, le défenseur récupère et la place près de sa zone de jeu. À la fin de chaque combat, il faut remélanger les cartes combat défaussées avec les cartes restantes de la pioche pour former une nouvelle pioche de cartes combat. Ainsi, le paquet est continuellement rafraîchi entre les combats. Une carte d'action possédant ce symbole vous permet d'activer la capacité de n'importe quel symbole présent sur l'un de vos personnages. Vous choisissez librement le symbole, puis vous résolvez son effet. Exactement de la même manière que si vous aviez joué la carte action correspondante. Il s'agit d'une activation universelle vous donnant un contrôle total sur la capacité que vous souhaitez déclencher. Cette action vous permet de choisir un personnage d'une faction adverse et de retirer tous les jetons blancs et orange présents sur le plateau personnage et de les remettre dans le sac. La résolution de cet effet est identique au symbole qui apparaît sur certaines cartes de combat. C'est une action très puissante, capable d'annuler complètement les actions d'un personnage ennemi en un seul coup. Ce symbole-là, une fois cette action effectuée, toutes vos pièces d'or, ainsi que celles des autres membres de votre faction, sont transférées vers le trésor. Le trésor de chaque faction est contrôlé par l'un des personnages suivants, le trésorier, l'homme de confiance ou le HH, selon votre faction. Le symbole correspondant, situé sur la partie inférieure de leur plateau personnage, vous le rappelle. Pour transférer des pièces dans le trésor, il suffit de déposer des pièces d'or sur le plateau personnage de votre faction, qui comporte le symbole du trésor. Comme vous le voyez là en dessous. Les pièces placées dans le trésor ne peuvent pas être volées. C'est donc un moyen sûr de protéger vos ressources. Si vous souhaitez dépenser les pièces d'or du trésor pour effectuer une action quelconque, vous devez d'abord récupérer les pièces du trésor de votre faction. Ensuite, vous pouvez utiliser vos pièces et, si nécessaire, celles des autres membres de votre faction. Cela vous donne une grande flexibilité, mais demande de bien gérer les dépôts et les retraits. Cette action secondaire vous permet de renforcer les symboles d'un personnage, mais uniquement jusqu'à la fin de cette action. Par exemple, une carte action possédant le symbole pour gagner de l'or vous permet normalement de récupérer autant de pièces d'or dans la réserve qu'il y a de symboles sur le plateau du personnage correspondant. Si vous décidez d'utiliser simultanément cette action secondaire, le nombre de symboles du personnage concerné augmente de 2 temporairement. Vous pourrez donc récupérer 2 pièces d'or supplémentaires, par exemple. Par exemple, avec cette carte-là. En jouant cette carte et en choisissant l'action combat, vous entamez un combat. Mais si vous dépensez 2 sauts royaux, vous effectuez l'action secondaire. Et par exemple, vous avez ce personnage. Imaginons qu'il ait déjà 1, 2, 3, 4 symboles, puis celui-là, ça ferait 5. Il gagnerait 2 symboles de plus, ce qui augmenterait sa puissance de 7. C'est une manière très efficace de renverser un duel en votre faveur. Je vous le redis, vous choisissez cette action, vous déclenchez un combat. Vous payez 2, vous augmentez de 2 ce personnage-là. S'il en a un, ça passerait un 3, et ainsi de suite. Avec cette action, vous pouvez immédiatement choisir une des 3 actions situées au-dessus des piles dans la zone de jeu et réaliser les actions inscrites sur cette carte. Important, cette action vous permet uniquement d'effectuer l'action primaire et l'action secondaire de cette carte. Elle ne vous permet pas de la prendre, ni la défausser. Vous n'utilisez que ces actions. Toutefois, à la fin de votre tour, rien ne vous empêche de piocher cette carte pour l'ajouter à votre main selon la règle habituelle. Les règles de l'ordre suivent globalement les mêmes principes que les autres factions, mais avec quelques exceptions importantes. Quand la faction de l'ordre pioche dans le sac un jeton comportant ce symbole, elle va immédiatement défausser ce jeton et le remettre dans le sac. En effet, aucun personnage de l'ordre ne possède ce symbole. Dans une partie à 5 joueurs, le joueur de l'ordre possède une main de 5 cartes actions au lieu de 4. Il doit jouer 2 cartes actions à chacun de ses tours. Après avoir joué ces 2 cartes, le joueur pioche 2 nouvelles cartes parmi les 3 visibles au sommet des piles d'action. Les cartes sont piochées l'une après l'autre, ce qui signifie qu'il peut très bien piocher 2 fois dans la même pile ou dans 2 piles différentes selon ce qu'il souhaite. Passons maintenant aux cartes HH. Elles sont une spécificité exclusive à la faction de l'ordre. Aux 2 gouttes de chaque carte apparaît un symbole, comme vous pouvez le voir. Lorsque vous piochez une carte HH, vous devez immédiatement la placer sous le plateau personnage, correspondant à son symbole, visible par tous les joueurs. Chaque carte possède des capacités uniques que le joueur de l'ordre peut utiliser pendant son tour, en plus
de ces cartes actions. Chaque carte ne peut être utilisée qu'une seule fois par tour. Pour mettre une carte HH en jeu, le joueur doit activer la capacité de son personnage, celle inscrite dans la partie inférieure de son plateau. Pour utiliser la capacité d'une carte, il suffit de payer le nombre de pièces requis à la réserve. Vous voyez, c'est la capacité spéciale de ce personnage. Contrairement aux capacités spéciales des plateaux personnages, les cartes HH ne nécessitent pas de jetons orange pour être activées. Si un symbole avec le crâne apparaissant sur une carte combat ou déclenché par l'action secondaire d'un adversaire, vous oblige à défausser tous les jetons d'un des plateaux personnages de l'ordre. Vous devez également défausser toutes les cartes HH placées sous ce plateau. Elles sont là remises sous la pioche de cartes HH. La faction de l'ordre ne peut jamais gagner d'épée à aucun moment de la partie. Si un joueur de l'ordre remporte un combat, sa prise de guerre est différente de celle des autres factions. L'ordre ne reçoit ni épée ni point de victoire issu d'une carte combat. Sa prise de guerre consiste à assassiner un symbole d'un personnage ennemi, c'est-à-dire un jeton. Le joueur de l'ordre choisit un jeton présent sur un plateau personnage de la faction vaincue et le place dans sa zone de jeu. Ces jetons, ils restent jusqu'à la fin de la partie et comptent comme des personnages assassinés. Pour assassiner un érudit, l'ordre doit activer la capacité du personnage grand maître de la secte. C'est ce personnage-là, en plaçant un jeton orange dans la partie inférieure de son plateau. Cette capacité permet à l'ordre de récupérer l'érudit de son choix parmi ceux révélés en payant 4 pièces d'or et le placer dans sa zone de jeu. Le joueur de l'ordre garde ses cartes jusqu'à la fin de la partie. Ce sont des érudits assassinés. Je vais vous redire brièvement comment se passe un tour de jeu. Vous jouez une carte action. Vous réalisez l'action primaire et l'action secondaire de votre carte en payant leur coût. Vous pouvez réaliser ces deux actions dans l'ordre de votre choix. Ces actions sont optionnelles. Ensuite, vous piochez une carte sur l'une des 3 piles et vous l'ajoutez à votre main. Votre main est limitée à 4 cartes et vous jouez comme ceci jusqu'à la fin de la partie. La partie peut se terminer de 2 façons. Dès que le royaume ou le peuple embauche le 3e érudit de la 4e génération. Dans ce cas, la faction de l'ordre, si elle est en jeu, a définitivement perdu la partie. Il faut décompter les points du royaume et du peuple pour déterminer le vainqueur. Le score final du royaume et du peuple est déterminé par la somme de leurs points de victoire scientifiques et militaires. Les points de victoire scientifiques sont calculés à partir de ces symboles, des cartes érudits embauchées par toute la faction durant la partie. Chaque érudit possède des points de victoire scientifiques principaux, ce sont des points immédiats, et des points de victoire scientifiques supplémentaires, des points bonus. Les symboles sciences principaux font immédiatement marquer des points. Les symboles sciences auxiliaires permettent de marquer des points sous condition. C'est pourquoi on les appelle des points bonus. Ici, ce sont les points immédiats. Et ici, les points bonus. Il existe 2 types de points bonus en fonction de la section inférieure des cartes érudits. En payant des pièces d'or ou des sceaux royaux pour recevoir un nombre de points correspondant au nombre de symboles sciences. Par exemple ici. Et il existe 3 types de spécialités en sciences représentées par les symboles en dessous de ces cartes. Les érudits possédant des spécialités identiques vous permettent de marquer des points bonus. Le nombre de points de victoire acquis de cette façon dépend du nombre d'érudits possédant les mêmes spécialités. Je vous ferai apparaître pendant cette vidéo, à ce moment-là, le tableau qui vous indique tout cela. En d'autres termes, si vous avez un seul érudit d'une spécialité, vous ne marquez aucun point supplémentaire. Mais à partir de 2 érudits possédant les symboles des spécialités identiques, vous obtenez des points bonus selon le tableau dans le livret de règles. Les points de victoire militaires sont obtenus grâce aux cartes combat collectées en tant que prise de guerre. Donc je vous redis, ici c'est les points que rapporte la carte, ici c'est des points bonus secondaires. Si l'ordre remplit ses conditions de victoire, cela peut aussi déclencher la fin de partie. La faction de l'ordre l'emporte uniquement si les cartes érudites qu'elle a assassinées comportent 6 symboles sciences activés. Dans ce cas, la partie se termine immédiatement et la faction de l'ordre remporte la victoire. Cette condition ne nécessite pas de décompte des points. Les conditions de victoire de l'ordre sont totalement différentes de celles des autres factions et peuvent être remplies uniquement avant la fin de la 4e génération. Ici, ce sont des symboles qui ne concernent que l'ordre que vous avez avec certaines cartes. En cas d'égalité, si vous faites un décompte des points entre le royaume et le peuple, la faction possédant le plus d'épées l'emporte. Si encore égalité, la faction ayant le plus de pièces d'or gagne. Et si égalité persiste, les 2 factions partagent la victoire. Après tout cela, je vais vous donner mon avis sur le jeu. Bienvenue dans Bellade, un jeu qui ne se contente pas de poser un décor. Il embrasse une période de l'histoire, il la mâche, et il en fait une mécanique ludique. Ici, le savoir n'est pas neutre, il n'est pas un simple prétexte. Il est l'enjeu même du conflit. Une source de puissance, de progrès ou de corruption. Ce qui frappe immédiatement, c'est que tout le jeu repose sur une tension permanente. Entre la plume, les érudits, le savoir, l'innovation, l'épée, la force, les combats, la domination, et l'ombre, la manipulation, la dissimulation, l'assassinat. Bellade réussit quelque chose de rare. Il propose un univers qui devient un moteur stratégique. Pas un décor, pas une peau, un moteur. Bellade n'est pas un jeu abstrait avec un thème greffé dessus. Le thème imprègne réellement les mécanismes. Le royaume veut consolider son pouvoir en achetant les érudits, le peuple les veut pour améliorer sa condition, l'ordre, convaincu que tout pouvoir corrompt, les assassine pour éviter qu'ils ne deviennent des instruments d'oppression. Rien que cela installe une dynamique unique. 3 visions du monde, 3 rapports au savoir, 3 agendas incompatibles. Et ce n'est pas cosmétique. Tout, absolument tout, dans les mécaniques est cohérent avec ses motivations. Chaque carte, chaque symbole, chaque action secondaire raconte un bout d'histoire. Même les jetons renvoient à une réalité thématique. Les efforts du peuple, l'influence du sultan, les intrigues secrètes de l'ordre. Quand un personnage perd tous ses jetons à cause d'un combat perdu ou d'un effet adverse, ce n'est pas juste un reset, c'est une chute politique, une perte d'influence, une humiliation narrative. Bellade est un jeu profondément interactif, et pas simplement je prends une ressource donc tu perds un point. C'est une interaction d'opposition frontale
Combat, vol, sabotage, opportunisme. Prendre un érudit avant quelqu'un empêche une génération de durer trop longtemps. Donc pression psychologique, deviner les objectifs de l'ordre, anticiper les coups du royaume, l'économie partagée. Un membre d'une même faction peut complémenter les ressources d'un autre. Chaque tour, chaque décision, chaque carte jouée a un impact direct sur la table. Vous ne jouez jamais dans votre coin. Mais, et c'est important, l'interaction n'est pas punitive pour le plaisir d'être punitive. Elle est stratégique, cadrée et significative. Perdre un combat, voler de l'or, assassiner un érudit, tout cela s'inscrit dans une dynamique plus grande. Le royaume joue de manière stratégique, calculée, construite. Il veut stabiliser son économie, sécuriser son trésor, engager des points scientifiques et parfois militaires. On ressent une progression, une montée en puissance. On investit littéralement dans les érudits. Le peuple, lui, opère dans une logique plus tactique, plus opportuniste. Il réagit immédiatement au mouvement adverse, profite de fenêtres pour se renforcer et joue beaucoup sur l'économie de jetons. Ce n'est pas une faction plus faible ou moins organisée, c'est une faction souple, adaptée aux fluctuations du terrain. Et puis, il y a l'ordre. L'ordre est une faction totalement à part. Une faction asymétrique, mais pas au sens où l'on en attend habituellement. L'ordre ne joue pas la même victoire, il ne joue même pas la même partie. Il joue un jeu parallèle, invisible et dangereux. Ses objectifs ne sont pas de marquer des points, mais d'activer 6 symboles science, issus d'érudits assassinés et jetons volés. Le rythme est présent, ses priorités sont différentes, sa façon d'interagir est différente. Jouer l'ordre, c'est jouer dans l'ombre, en brouillant les pistes, en créant la peur du timing, en masquant ses intentions jusqu'au moment final. Lorsque l'ordre atteint sa condition de victoire, la partie ne s'achève pas normalement, elle s'arrête net, instantanément. C'est brutal, thématique et terriblement satisfaisant. Une des forces majeures du jeu, c'est son système de cartes action. Action primaire gratuite, action secondaire optionnelle, mais qui permet des enchaînements puissants. C'est un moteur à combo qui récompense la planification, encourage l'adaptation et permet des tours très spectaculaires. On peut amplifier temporairement les symboles d'un personnage, voler davantage, piocher plus de jetons, déclencher une action d'une carte visible, puis enchaîner sur une autre, et l'utiliser ensuite pour embaucher un érudit ou lancer un combat. Les tours peuvent être explosifs, ingénieux, très narratifs. Ce système crée une tension de souplesse, de créativité, de construction de moteur. Les combats sont l'un des éléments les plus surprenants du jeu. Ils ne se résument pas à une comparaison statique de force, ce sont de véritables duels psychologiques, rythmés par des cartes positives, des cartes négatives, et le fameux symbole fatal qui peut retourner la partie en un instant. Le principe du stop ou encore, combiner la gestion très limitée des épées, crée des situations de tension extrême. Vous pouvez dominer totalement un combat, ou tout perdre sur une carte. Ou au contraire, être sur le point de perdre, annuler un symbole fatal avec une épée, et renverser la situation. Et les conséquences ne sont pas anecdotiques. Certaines défaites entraînent la perte totale des jetons d'un personnage, ce qui stratégiquement peut être dévastateur. Mais là n'est pas un jeu où celui qui joue le plus optimisé gagne. C'est un jeu de lecture de table, de gestion des risques, d'anticipation du tempo des générations, de contrôle indirect. Chaque faction vit une tension propre. Le royaume doit sécuriser ses pièces et préparer le long terme. Le peuple doit choisir les opportunités avant que les érudits ne disparaissent. L'ordre doit agir assez vite pour activer ses symboles science, mais pas trop vite, pour ne pas se faire repérer et neutraliser. La stratégie dépend fortement du placement des jetons, des cartes visibles, des comportements adverses et du rythme des combats. C'est un jeu vivant, où chaque tour compte. La rejouabilité est immense. Aucune partie ne ressemble à une autre, car le jeu repose beaucoup sur l'économie sociale autour de la table, la psychologie des joueurs, le timing des combats et la pression exercée par l'ordre. Chaque table développe un metagame différent. Mais là n'est pas un jeu pour tout le monde, c'est une bonne chose. Il s'adresse aux joueurs qui aiment une interaction forte, du vol, du combat, de la manipulation. Ici on s'affronte, on se répond, on agit l'un sur l'autre. Au groupe qui aime les jeux à thème fort, l'univers n'est pas un décor, c'est le moteur. Aux joueurs qui aiment les systèmes de combo, le double étage des cartes action est un terrain de jeu fantastique. Aux amateurs de factions asymétriques, l'ordre offre une expérience totalement différente. Aux groupes qui jouent à 3, 4 ou 5, le jeu brille particulièrement quand les 3 factions peuvent exister ensemble. Aux joueurs qui aiment la tension, chaque combat, chaque génération, chaque action peut faire basculer la partie. Bellade est un jeu ambitieux qui réussit à raconter une histoire, faire vivre 3 visions du monde, offre des mécaniques cohérentes, projette une interaction forte et crée des parties pleines de rebondissements. Les mécaniques sont solides, l'univers est riche, la dynamique de table est très extraordinaire. La faction de l'ordre apporte une tension narrative que peu de jeux parviennent à égaler. Ce n'est pas un jeu pour ceux qui veulent une partie calme et solitaire, c'est un jeu d'affrontement, de tension et parfois de traîtrise assumée. Un jeu où la plume, l'épée et l'ombre s'équilibrent pour créer une expérience unique. Si vous aimez les jeux où chaque décision compte, où chaque tour peut renverser la partie, et où le thème irrigue chaque mécanique, alors Bellade mérite clairement sa place sur votre table. Un petit passage que j'ai oublié lors de ma vidéo, que je tiens quand même à vous dire sur l'utilisation des épées. Utiliser une épée ne compte pas comme une action. Vous avez 3 façons de le faire. Annuler l'effet du symbole crâne d'une carte combat, pour empêcher l'élimination de tous les jetons du plateau de personnage de votre faction et continuer le combat comme si de rien n'était. Vous pouvez également annuler l'effet d'une action secondaire avec le crâne joué par votre adversaire. Vous pouvez embaucher un érudit en dépensant des épées. Sur certaines cartes érudits apparaît aussi le symbole épée, en plus des pièces d'or. Pour embaucher cet érudit, vous pouvez dépenser des épées à la place des pièces d'or. Pour embaucher un érudit en dépensant des épées, vous n'avez pas besoin d'un tour complet. Vous pouvez payer 1 ou 2 épées à la réserve, selon le nombre indiqué sur la carte érudit, et obtenir l'érudit avant ou après avoir joué votre carte action. Certains érudits ne peuvent être embauchés par contre qu'en dépensant des épées. Certains érudits ne peuvent pas être embauchés en dépensant des épées, car il n'y a pas d'épée sur leur carte. Et je vous rappelle
Si l'ordre remplit ses conditions de victoire, cela peut aussi déclencher la fin de partie. La faction de l'ordre l'emporte uniquement si les cartes érudits qu'il a assassinés comportent 6 symboles science. Pour activer les symboles science des érudits, vous devez assassiner des jetons blancs comportant des symboles présents en haut des cartes érudits. En d'autres termes, en plus d'assassiner des érudits, vous devez aussi assassiner des jetons durant la partie, avant ou après l'érudit, comportant des symboles identiques pour pouvoir comptabiliser les points octroyés par les cartes érudits. Pour remporter la victoire, il faut avoir activé 6 symboles science. Je vous dis en fin de vidéo, mais au moins vous avez toutes les informations. Ça sera chapitré avec précision sur épée et fin de partie de l'ordre. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, à commenter, à liker, à vous abonner si c'est pas encore fait. Ça aide beaucoup la chaîne et ça me fait plaisir. Et sur ce, je vous dis bonne partie et bon jeu!